Mais ici, ce dont on va parler, c'est le système nerveux autonome. Il y a d'autres systèmes nerveux, comme le système nerveux somatique, le système nerveux central, mais deux branches principales, le système ce qu'on appelle sympathique et parasympathique. C'est un peu l'accélérateur et le frein du corps. La théorie polyvagale, qui vient du docteur Stephen Porges, a mis en évidence que, il y avait aussi trois voies à travers ces deux branches. Le nerf vague, c'est ce qu'on appelle un nerf bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il est à la fois sensoriel et moteur. 80% des informations allaient du corps vers le cerveau via le nerf vague et seulement 20% du cerveau vers le corps. On parle beaucoup du nerf vague parce que c'est le nerf le plus long du corps et notamment il va être connecté à tout. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Nous allons parler du système nerveux. On va voir comment on peut faire pour essayer de le réguler, le moduler. Ça va être un épisode très intéressant, donc toujours avec la team 1000% au complet, avec le Pacton et le Pierrot. Ça va les gars, en forme? Nickel, hein. Très content d'être là. Bonjour à tous, ravi de recevoir Ludovic qui va nous disséquer le système nerveux et surtout le nerf vague. Et ouais, c'est ça, on va voir l'incroyable pouvoir du nerf vague. Donc, Ludovic, je vais tranquillement te laisser te présenter pour nos auditeurs de 1000%. On a plein de questions à te poser. Je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Bah, écoute, avec plaisir, en tout cas ravi d'être là avec vous, de m'avoir invité. Si je peux me présenter, tu as parlé de sport, de nutrition, il y avait quoi d'autre aussi? Santé. Et santé. Moi, je viens du monde du sport déjà. Je suis un ancien sportif de haut niveau en rugby. Donc, j'ai toujours été dans le sport, mais un grand timide. Et quand je faisais du rugby, heureusement, il y a les troisièmes mi-temps qui faisaient que j'étais un peu moins timide. Mais je me suis souvent posé la question, finalement, quel est le vrai Ludovic, hein, entre celui qui est très timide dans la vie et celui en troisième mi-temps qui l'est beaucoup moins. J'avais le choix entre devenir alcoolique et essayer de poser les bonnes questions. Finalement, je fais le bon choix. Et maintenant, ça fait plusieurs années que je suis coach, formateur, dans un domaine justement qui est le système nerveux autonome, spécialement plus depuis 8 ans, avec la théorie polyvagale, je crois que vous avez déjà abordé dans un des épisodes. Et donc j'ai été un des tout premiers en fait finalement à être formé à la théorie polyvagale. Et pour moi, ça a complètement changé ma vie puisque j'ai mieux compris mon fonctionnement à travers ce système nerveux autonome. Et du coup, j'ai été voir la thérapeute américaine qui est venue me former pour me demander qui fait ça en francophonie. Et elle m'a dit, bah, toi. Du coup, j'y suis allé et je me suis lancé à fond. Et donc maintenant, voilà, ça fait 8 ans avec 2 livres écrits, un troisième qui arrive. Et c'est ma passion de pouvoir partager ça au plus grand nombre, aux professionnels, au grand public. Et donc, et puis là, aujourd'hui, avec vous, j'ai grand plaisir de pouvoir le faire aussi. Donc, on a reçu tes deux livres, hein. Donc, il y en a un qui s'appelle Le nerf vague, adieu, stress, anxiété et timidité. C'est aux éditions Erol. De toute façon, on mettra les livres en description en bas. Et l'autre, c'est J'arrête de me limiter. Voilà, grâce au nerf vague. Donc, est-ce qu'on va peut-être définir déjà ce qu'est le système nerveux? Je ne sais pas ce qu'en pensent les garçons. Je pense que ça peut être intéressant pour commencer. Est-ce que de façon, pas en rentrant trop dans le détail peut-être, mais pour le vulgariser pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on n'a pas encore trop abordée en profondeur. Et pourtant, comme tu l'as dit, on en a un petit peu parlé. Je vois le Pierrot qui hoche un peu la tête. Mais c'est vrai On est on sur l'a abordé. 1000%, Ludovic, tu vas tout Oui. donner là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des détails dessus? Parce que c'est vrai que tu parles de timidité, mais ça peut aussi avoir un impact sur la santé, sur le Ouais. sport. C'est vraiment très transversal. Donc, c'est l'occasion justement de l'évoquer aujourd'hui.
Donc, si on parle de système nerveux, ici, on va plutôt parler du système nerveux autonome. Il y a différents systèmes nerveux. On en entend beaucoup parler, de plus en plus, on généralise sur le système nerveux. Mais ici, ce dont on va parler, c'est le système nerveux autonome, qui comprend, on va le voir, différentes branches. Mais il y a d'autres systèmes nerveux, comme le système nerveux somatique, le système nerveux central. Et nous, ce qu'on va voir, c'est ce système nerveux autonome qui est finalement qui a différentes fonctions, bien sûr, de réguler notre organisme. C'est-à-dire que son but, c'est de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre dans le corps. Donc, il va s'occuper notamment, il va intervenir au niveau de notre glycémie, de la température du corps, des rythmes cardiaques. Donc, tout ce qu'il y a comme changement dans le corps, finalement, il va intervenir pour pouvoir revenir à un état d'équilibre. Donc, c'est vraiment son rôle de pouvoir maintenir cette homéostasie, toujours dans un but, c'est de pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc, lui, il s'en fout qu'on soit heureux. Son but, c'est vraiment qu'on puisse vivre le plus longtemps possible. On y reviendra parce que c'est important, notamment par rapport à ce que ça peut engendrer aussi dans nos comportements. Et puis, il a un autre objectif, finalement, donc c'est de nous empêcher de mourir en rétablissant cet équilibre, mais aussi de nous empêcher de souffrir. Et ça sera important parce que il va intervenir, parce que il est lié à nos mécanismes de survie. Donc, il va intervenir dans plein de situations dans lesquelles il estime que l'on peut être en danger, pas de mourir, mais de souffrir. Et finalement, ça va nous amener à avoir des comportements de survie inadaptés dans plein de situations, comme le figement, comme la procrastination, donc tous ces comportements dont on va pouvoir parler, qui ont une fonction de protection, mais qui nous amène des fois à nous gâcher un peu la vie. Alors ce système nerveux autonome, justement, il est composé de deux branches principales, le système, ce qu'on appelle sympathique et parasympathique. C'est un peu l'accélérateur et le frein du corps. Et ce que nous apprend notamment la théorie polyvagale, parce qu'auparavant, on avait tendance juste à observer cet accélérateur et ce frein. Et la théorie polyvagale, qui vient du docteur Stephen Porges, a mis en évidence que, il y avait aussi 3 voies à travers ces 2 branches. Une première voie qui était celle du sympathique, donc à travers la fuite et le combat, donc le type de réaction qu'on peut avoir face à une situation. Donc, ça va plutôt activer le corps, ça va le mobiliser. Donc, ça nous permet d'avoir de l'énergie, soit pour fuir ou pour combattre. On verra aussi que, en fonction de l'interprétation qu'on peut avoir des situations ou de nos expériences passées, notre système nerveux va plutôt choisir la fuite ou le combat. Donc ça peut aussi derrière entraîner des conditionnements qui nous amènent à parfois toujours fuir ou toujours combattre, comme s'il estimait que finalement c'était la meilleure réaction. Et puis dans la branche parasympathique, Stephen Porges a mis en évidence qu'il y avait finalement, notamment à travers ce nerf vague, qui fait partie de 12 nerfs crâniens dans ce système parasympathique et somatique. Dans ce nerf vague, on va dire, c'est le numéro 10 dans les nerfs crâniens, donc c'est un peu le Zidane moi j'appelle comme ça le Zidane des nerfs crâniens. Et du coup, lui, il va être séparé en 2 parties. Une partie qu'on appelle vagale ventrale, qui nous amène justement à revenir au calme. Donc, à l'inverse de ce sympathique qui nous active, lui, il va nous amener au calme. Et puis, il y a une partie qui s'appelle le vagal dorsal, qui lui va nous amener en repli. Donc, c'est pas du calme, mais c'est plutôt se cacher, se protéger à l'extrême, notamment quand on a identifié des situations très dangereuses. Oui, Alex? Avant d'approfondir justement sur le nerf vague, j'aimerais juste rebondir sur la théorie, parce que c'est vrai que c'est un mot quand même qui revient, parce qu'en plus tu en parles dans le livre, c'est pour ça que je me permets, parce que les gens peuvent se dire: «Ah ben c'est une théorie, Ouais. c'est un peu du bullshit». Qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a appelé ça théorie polyvagale? Alors oui, c'est un terme qu'on utilise dans la science différemment que dans le domaine général qu'une théorie. Une théorie, c'est pas une interprétation ou c'est pas une façon de voir les choses. Dans le monde scientifique, une théorie, c'est quelque chose qui se répète, mais dans lequel on ne peut pas forcément tout mesurer pour pouvoir justement avoir des datas qui reviennent et dans lesquelles on a prouvé que A égale B et B égale C. Donc là, ça s'appelle une théorie, comme la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, c'est le terme qu'on utilise dans le monde scientifique quand on est justement dans cet aspect. Et c'est pour ça qu'on appelle ça souvent une grille de lecture, plutôt que un outil enfin surtout voilà, un outil, c'est plutôt une grille de lecture qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension et qui se base sur cette théorie
puisque eh bien, il n'y a pas les outils de mesure qui permettent de pouvoir justement avoir des preuves scientifiques qui se mesurent, même si bah, les théories sont quand même publiées dans plein de magazines scientifiques, hein, puisque bah, c'est ce qu'on appelle des théories. Super. Qu'est-ce qui fait partie de la théorie et qu'est-ce qui fait partie de l'anatomie et de la physiopathologie, tu vois? Alors, bah, en fait, la théorie, c'est vraiment sur la mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de mesurer, comme par exemple, le nerf vague, c'est ce qu'on appelle un nerf bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il est à la fois sensoriel et moteur. Et donc, ils ont montré notamment que 80% des informations allaient du corps vers le cerveau via le nerf vague et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc, ça, on le mesure justement à travers les fibres nerveuses et notamment les fibres sensorielles et motrices, ce qui nous permet de savoir bah, que finalement les fibres sensorielles sont beaucoup plus stimulées que les fibres motrices. Donc on va avoir des aspects comme ça qu'on va pouvoir mesurer, mais finalement si on prend l'ensemble, eh bien on n'a pas assez de mesures qui permettent d'avoir une étude scientifique qui mesure tout, et c'est de là qu'on appelle ça de la théorie par rapport à ces aspects-là. Et au niveau du nerf vague, excuse-moi Vincent, vas-y, pose ta question, excuse. Non, mais c'est pourquoi on sort ce nerf vague? Qu'est-ce qu'il a de très particulier? Pour te dire la vérité, je suis un peu, je trouve très simpliste le fait qu'on mette tout dans le nerf vague. Explique-nous un petit peu. Ouais. Alors, on parle beaucoup du nerf vague parce que c'est le nerf le plus long à travers tous ces nerfs crâniens, hein, c'est le nerf le plus long du corps et notamment, il va être connecté à tous les organes. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant puisque les autres nerfs crâniens ont plutôt tendance à être, spécialisés. Par exemple, il y a un nerf crânien qui est, quand tu tournes l'œil à droite ou à gauche ou en bas, qui va s'activer et qui va apporter des informations. Lui, il va apporter des informations de la part de tous nos organes. C'est pour ça que c'est important et intéressant, hein, puisqu'il va, on va dire, beaucoup plus loin. Et donc, toute la partie, on va dire, ventrale du nerf vague est surtout connectée aux organes au-dessus du diaphragme. Et toute la partie dorsale est plutôt connectée aux organes en dessous du diaphragme. Et ça, c'est intéressant pour des personnes qui peuvent avoir certaines sensations, puisque, je sais pas, la boule au ventre, par exemple, eh bien, ça peut être un ressenti qui nous amène à être figé et qui nous amène justement à avoir cette sensation de boule au ventre parce que eh bien, notre système nerveux eh bien, répond à la situation plutôt avec l'aspect dorsal du nerf vague qui vient nous figer, nous bloquer. Donc c'est pour ça on va beaucoup utiliser le nerf vague parce qu'il est aussi facilement entraînable, on va dire. Mais quand on entraîne le nerf vague, on va aussi entraîner les autres nerfs crâniens. Hein, ce qui fait que y a, dans le livre, je partage un exercice justement qui vient d'un ostéo en Suède et qui est ce qu'il appelle l'exercice de base où on tourne les yeux et obligatoirement ça va apporter un apaisement général du système parasympathique et ça va stimuler différents nerfs crâniens, Tu peux nous le dont décrire un aussi petit peu plus pour nos auditeurs, peut-être, Ludovic, cet exercice, s'ils veulent le tester à la maison? l'exercice, ouais. En plus, il est sympa parce que dans 80% des cas, il y a un résultat immédiat. Donc, ça fait un peu exercice magique parfois. Hein, mais c'est notamment, en fait, tout ce qui va être au niveau. Alors, je vais vous expliquer l'exercice, ça va être plus simple. Il suffit dans un premier temps, avant de faire l'exercice, il suffit de tourner la tête à gauche et à droite, juste pour observer si on a des tensions et jusqu'à quel, quel niveau on peut aller. Et puis, par la suite, on va croiser nos doigts, les mettre derrière la On tête. le Comme teste si, tous, hein, pour les gens voilà, qui nous comme regardent pas. si ça dure 1 minute, donc comme si on était vraiment Ouais. à la sieste, quoi, ou à la plage. Et on va écarter les bras à 90 degrés, donc ça fait 180. Et on va pas bouger la tête, on va juste bouger les yeux. Et en fait, on va tourner les yeux à droite comme si on voulait regarder notre coude et rester dans cette posture sans forcer, en continuant de respirer, hein, sans essayer de forcer quoi que ce soit, et juste en observant ce qui se passe. Et parfois, il y a une déglutition qui arrive, l'envie de bâiller ou de respirer un peu plus fort, qui sont des signaux justement de régulation du système nerveux. Et on reste comme ça une vingtaine, 30 secondes maximum, toujours voilà, en étant détendu, parce que si on force, ça fera pas l'effet. Puis on revient au milieu et on fait la même chose à gauche, toujours en détente et
en observant, en laissant venir s'il y a une déglutition, un bâillement, une respiration un peu plus forte qui peut arriver. Donc là, on travaille sur quoi exactement, Ludovic? Alors On là, on va apaise? travailler sur différents nerfs crâniens, justement. Alors juste pour revenir à l'exercice, après on reviendra. Mais juste après, vous pouvez observer si vous allez un peu plus loin. Ok. Et voilà, dans 80% des cas, alors il peut y avoir des cas où il y a des tensions, des choses pathologiques qui font que l'exercice ne fonctionne pas. Mais là, du coup, on a stimulé une partie de nerf crânien qui, en fait, envoie l'information qu'on on peut s'apaiser, hein, système nerveux parasympathique, du coup. Et donc, il y a un apaisement qui se fait, notamment sur plusieurs nerfs, qui fait que tout d'un coup, on a cette capacité de tourner un peu mieux la tête. Et ça, c'est pas anodin, parce que finalement, si on a des tensions au niveau cervical et qu'on a du mal à tourner la tête, ça envoie aussi un message régulier que on n'a pas la capacité de voir les dangers. Hein, donc, si on tourne moins bien la tête, c'est sûr que ça peut créer du stress biomécanique, hein, qui fait que, eh bien, on peut pas percevoir le danger. Et avec cet exercice-là, eh bien, ça permet de diminuer justement ce type de stress, qui permet, voilà, que ce soit ici, que ce soit au niveau aussi, on pourra en parler au niveau, merde, j'ai oublié le terme. Heu, Et Ça lombaires? reviendra. Comment? Je sais pas, Ouais, je sais pas. au niveau de la hanche là, Psoas? le psoas, voilà. Au niveau du psoas aussi parce que, il est important pour la fuite. Enfin voilà, il y a plein au niveau du haut du corps pour combattre. Donc il y a plein, on va dire de critères qui sont importants et que l'on peut justement, à travers le sport, à travers le yoga, à travers le pilate, à travers des techniques qui permettent de relâcher, de pouvoir envoyer l'information qu'on est capable de fuir, de combattre ou de se cacher. Et ça apporte, justement une plus grande confiance dans notre capacité à pouvoir répondre aux situations de la vie. Et comment il fonctionne ce système nerveux? Je comprends pas. Tu Alors, ouais. dis, il régule, il modifie la glycémie, mais c'est quoi son fonctionnement? C'est quoi son commandement? Alors là, tout ce qu'on a vu au début, hein, au niveau de la glycémie, tout ça, c'est régulé pour que l'homéostasie, donc cet équilibre, il le retrouve. Ensuite, justement, il a une autre fonction qui est importante et il se pose en permanence une question. La question, c'est suis-je en sécurité? Donc, suis-je en sécurité à l'extérieur, dans mon environnement? Suis-je en sécurité à l'intérieur? Et suis-je en sécurité dans mes relations? À partir du moment où il a identifié qu'il n'était pas en sécurité, eh bien, il s'active ou il s'apaise pour revenir au calme par la suite. Donc, à l'intérieur, on l'a vu à travers la glycémie, tout notre métabolisme, mais il va aussi s'activer, eh bien, je sais pas, quand dans la pièce il fait trop chaud ou qu'il fait trop froid, quand on a quelqu'un qui nous regarde bizarrement, il peut identifier ça comme une situation de danger, parce qu'il va réagir à 3 peurs archaïques. Ces 3 peurs archaïques qui sont l'impuissance, l'isolement et l'incapacité. Donc l'isolement notamment et ce qui va générer notamment tous les comportements de people pleasing, il faut qu'on soit entouré, parce qu'on est des animaux, hein, qui vivent en troupeau et l'isolement est important parce que sinon si on est, rejeté, ça crée un signal d'insécurité et de danger dans lequel notre système nerveux réagit comme si on allait mourir. Et donc c'est toutes ces petites choses finalement qui nous arrivent dans notre vie qui vont stimuler notre système nerveux parce qu'il l'a interprété à travers nos expériences passées comme un signal de danger et qui va nous mettre justement dans des comportements d'agressivité, de fuite ou d'inhibition parce qu'il a estimé que c'était un signal de danger. Et justement, comment on peut faire un état des lieux de notre système nerveux? Est-ce qu'on peut faire un bilan justement je sais pas si c'est possible, est-ce que tu as justement une palette d'outils que tu vas te servir pour identifier les gens et mettre peut-être, je sais pas, mettre en avant certains points négatifs ou d'autres sur lesquels on pourrait travailler? Alors en fait, comme on a ces différents états-là, on va utiliser, ça va être très très simple, on utilise nos pensées, nos émotions, nos comportements et nos sensations pour pouvoir justement identifier les états de notre système nerveux. On va avoir des pensées qui vont être caractéristiques d'un état. Et c'est ça qui apporte aussi pour moi une évolution dans la connaissance de soi, parce que plutôt que de s'identifier à ces pensées, finalement nos pensées nous renvoient l'expérience qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas notre identité, c'est l'expérience que l'on vit. Maintenant, l'expérience répétée peut devenir notre identité. Par exemple, si je me dis je suis nul, j'y arriverai pas, ça correspond à un état de dorsal.
Donc ça veut dire que comme notre physiologie conditionne notre psychologie, à ce niveau-là, eh bien, notre physiologie nous a conditionnés à percevoir les choses de cette façon. Par exemple, no pain, no gain, ça va être du sympathique. La psychologie du mérite, on l'attribue plus à un système sympathique dans lequel j'ai la perception que si je passe à l'action, je vais avoir des résultats. Donc, il faut que je passe à l'action pour avoir des résultats. On va avoir aussi des sensations, j'en ai parlé. Par exemple, quand on est plutôt en dorsale, eh bien, ça correspond notamment à tous les animaux à sang froid. Donc, on peut avoir justement des extrémités qui sont froides. On va avoir un rythme cardiaque qui est quasi imperceptible. Des fois, on a besoin de reprendre une grande respiration. On va avoir la perception qu'on a très peu d'énergie parce que le vagal dorsal, lui, va préserver l'énergie en attendant justement que le danger passe. Alors qu'il n'y en a pas, mais lui, il a la perception qu'il est en grand danger. Et puis, on va avoir des comportements comme la procrastination active, j'appelle ça, à l'inverse de la procrastination passive, où là, on attend que ça se passe. La procrastination active, par exemple, c'est s'occuper en permanence pour éviter de faire ce qui est le plus important. Donc là, on est plutôt dans la fuite, dans l'évitement. Donc tout ça, ça va être des critères et des repères qui nous permettent de savoir finalement l'expérience que l'on est en train de vivre en relation avec l'extérieur, avec soi, ou avec l'intérieur. C'est pour ça aussi, par exemple, que après une grosse bouffe, on peut avoir justement une perte d'énergie parce que, eh bien, notre vagal dorsal s'occupe. Lui s'occupe plus de la digestion. Eh bien, il est occupé justement avec cette énergie à s'occuper de la digestion, ce qui donne l'impression que on n'a pas du tout d'énergie. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Tu séparais au début en sympathique et parasympathique, et là tu nous parles de vagal ventral, vagal dorsal. Comment tu scindes tout ça? C'est plutôt parasympathique et sympathique en premier, et après tu disais qu'il y avait 3 sous-branches de chaque côté. Comment on se retrouve dans tout ce que tu as dit là un peu? Un petit on se résumé. retrouve dans ce On qu'on est appelle l'arbre. une hiérarchie. C'est le terme qu'on utilise notamment dans la théorie polyvagale. Une hiérarchie qui est composée du vagal ventral, du système sympathique et du vagal dorsal. On le représente souvent comme une échelle, puisque cette hiérarchie finalement c'est une hiérarchie qui est biologiquement naturelle, c'est-à-dire qu'on est fait, nous, êtres humains, avant tout pour être en lien les uns les autres, et du coup, normalement, on devrait passer beaucoup de temps dans cet état de vagal ventral, qui représente le lien et la sécurité. Maintenant, quand on est face à une situation qui peut être un signal de danger, eh bien, notre système nerveux va basculer en sympathique dans un premier temps, pour voir s'il peut fuir ou combattre. Et si la fuite ou le combat sont des réactions qui ne sont pas efficaces, il va basculer en dorsal à ce moment-là. Donc il va se cacher, être inhibé, être figé et ne plus bouger. Et du coup, on retrouve cette hiérarchie dans laquelle on passe par chacun des états en permanence, chaque jour, en fonction de la relation finalement que l'on a avec l'extérieur, avec l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, et la relation à soi-même par rapport à nos expériences passées. Et donc on est en permanence dans ces mécanismes de survie. Et si on n'en a pas conscience, finalement, c'est ces mécanismes de survie qui dictent notre vie, et dans lesquels, moi, par exemple, je croyais que j'étais timide. Mais finalement, la timidité, ça fait partie du vagal dorsal. Je passais beaucoup de temps, finalement, à me protéger avec cet état-là, dans une forme d'inhibition, pour m'éviter d'être confronté aux autres et d'être confronté à des choses que, finalement, je ne savais pas faire. Quand je dis je ne savais pas faire, on se protège souvent des situations que l'on redoute, dans lesquelles on n'a pas prouvé qu'on était capable, par exemple, de fuir, se battre ou revenir en lien, en sécurité. Et donc, notre système nerveux, pour nous protéger, nous maintient dans cet état-là. Et comment tu places le cerveau? J'ai l'impression que ce système nerveux autonome, c'est un peu notre système primitif, un peu ancestral, qui est là pour notre survie. Et comment le cerveau, j'ai l'impression que c'est notre conscience. Comment on place cette réflexion par-dessus? Alors, le lien avec le cerveau, il va être intéressant, notamment à travers la mémoire et les expériences que l'on a eues. Parce que lui, il va renfermer finalement les différentes expériences dans lesquelles il a donné du sens. Moi, souvent, je dis, le corps, c'est la mémoire et le cerveau, les souvenirs. C'est-à-dire que dans le corps, on a aussi nos mémoires. Le corps a fait l'expérience, donc il a gardé en mémoire des expériences. Maintenant, quand l'information arrive au cerveau, lui, il va l'interpréter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en raconte une histoire. Il y a notamment une partie dans le cerveau qui s'appelle l'aire gnosique,
qui est là pour donner du sens à ce que l'on vit. Je ne sais pas si ça nous est tous arrivé de vivre quelque chose et il faut qu'on donne du sens. Il y en a même des gens qui donnent de l'hypersens. Il faut qu'il y ait un sens à tout, quoi. Tout doit avoir un sens. Et donc, à partir du moment où on donne un sens, ça devient notre histoire. Donc, quand on a 6 ans et qu'on est confronté à une situation où, je sais pas, mes parents sont très occupés et du coup, ils s'occupent pas de moi, quelle histoire je vais raconter de cette expérience? Ça va peut-être être une histoire que peut-être que je suis pas fait pour être aimé ou je mérite pas l'attention des gens. Et ça va me suivre sur le reste de ma vie. Et mon système nerveux, lui, va donc me protéger de toutes les expériences qui peuvent refaire vivre ce type de choses. Donc on le voit aussi dans les traumas, et dans lesquels justement, on va donc adopter des comportements pour finalement éviter des choses qui pourraient nous faire souffrir, qui sont en lien avec les histoires qu'on aurait pu créer, alors qu'ils sont que des histoires et c'est pas la réalité. Donc le cerveau intervient à ce niveau-là pour pouvoir justement raconter l'histoire de l'expérience. Malheureusement, l'histoire n'est pas forcément l'expérience vécue. Oui, justement, il y avait cette phrase dans ton livre que j'ai bien aimée, c'est la souffrance ne vient pas de l'expérience, mais de l'incapacité à y répondre. Est-ce que tu pourrais justement développer c'est vraiment comment on va réagir en fait à une expérience et c'est ça qui va vraiment faire la souffrance ou non? Ouais, j'ai un autre ami souvent il répète la souffrance vient des écarts et en fait la souffrance c'est pas forcément ce qui arrive. Bien sûr que ça peut nous faire souffrir, mais c'est surtout ma relation à ce qui arrive. Et du coup, dans cette relation, ma capacité à avoir le choix d'y répondre différemment. Si je prends un exemple tout simple qui est prendre la parole en public, ça peut me faire très très peur, mais parce que je ne suis pas en sécurité pour prendre la parole en public. Ce que je redoute, c'est le jugement, et à travers le jugement, ce que je redoute, c'est finalement de vivre une expérience, par exemple, de honte, quelque chose des fois que j'ai déjà vécu ou dans lequel j'ai été juste spectateur, parce que j'ai pas besoin de l'avoir vécu. Juste en étant spectateur, mon système nerveux, comme nos systèmes nerveux communiquent en ce moment, mon système nerveux, on va peut-être y venir, ça s'appelle notamment la corégulation, va enregistrer aussi l'expérience comme si je l'avais vécu. Si bien que des choses qui peuvent nous faire souffrir, comme la honte par exemple, la déception, je vais l'éviter et en avoir peur, mais parce que je sais pas y répondre. En fait, je sais pas être à l'aise, en sécurité avec la honte, par exemple. Et tout ça, ça peut s'apprendre. J'avais fait un événement où je leur avais fait un exercice sur la honte, dans lequel ils devaient, en petits groupes dans un premier temps, ils étaient 500, mais en petits groupes, ils devaient partager leur pire honte de toute leur vie. Et ensuite, ceux qui voulaient, ils pouvaient monter sur scène avec le micro et le partager à tout le monde. Et il y en a qui l'ont fait, et dans un espace de sécurité, qui fait que inconsciemment, en fait, ils sont en train de travailler sur ce sentiment de honte et la capacité de mon système nerveux de changer l'histoire. C'est-à-dire que quand je vis ce sentiment de honte, finalement, est-ce que je suis capable de revenir dans un état de sécurité ou est-ce que je suis sans cesse en mécanisme de survie? Si je suis capable de revenir en sécurité, mon système nerveux, comme je vous l'ai dit au début, il se pose la question: suis-je en sécurité? Là, il va peut-être l'interpréter d'une autre façon, ce qui me permet de pouvoir mettre en place des choses et du coup prendre des risques et prendre le risque de souffrir parce que j'ai déçu des gens, ou je me suis déçu, ou j'ai raté, parce que j'ai une autre relation à la souffrance. Et, et je crois que c'est du coup Vincent qui fait du Wim Hof, c'est ça? C'est toi, Vincent? Ouais. Et c'est pour ça que j'utilise Wim Hof pour ça. Donc notamment la douche froide. Parce que l'eau froide, c'est agressif. Bien sûr, c'est quelque chose c'est une petite souffrance, on va dire. C'est agressif quand ça tombe sur nous. Et donc le but, c'est de savoir comment je peux me préparer pour changer ma relation à l'expérience, à travers notamment quelques exercices en termes de respiration, de perception, de visualisation, de ce de ce que je suis en train de faire, de connexion à l'autre, parce que souvent on le fait à deux. Et tout cet environnement-là me permet, et tu me diras si c'est le cas, mais moi à chaque fois que je le faisais, souvent les gens ils font 2 minutes dans un bain glacé, les 30 dernières secondes, ils adorent, même ils veulent revenir. Parce que ce système nerveux qui a identifié l'eau froide comme quelque chose qui peut nous faire souffrir, a permis justement avec ce temps, avec cette régulation, de pouvoir se sentir en sécurité dans cet environnement-là. Mais l'eau est toujours froide. Mais par contre, je me sens plus en sécurité dans un environnement qui pouvait être insécure au préalable. Donc ça, c'est des outils, tu pourras nous détailler tout ça, mais
la théorie polyvagale, tu dis que c'est une grille de lecture. Donc ça nous permet en fait de s'auto-connaître, auto-connaître nos émotions, nos comportements, nos sensations, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. C'est-à-dire au quotidien, c'est, notamment, dans la méthode qu'on partage, c'est la première chose, c'est déjà reconnaître nos états, avoir cette capacité et de pouvoir observer ce qu'on appelle les ruptures de lien. C'est-à-dire qu'est-ce qui me fait basculer en insécurité? À travers, je sais pas, quelque chose, où je vais râler, quelque chose qui me met en colère. J'ai le droit, hein, le but c'est pas d'être toujours, positif et tout va bien, mais juste d'observer, tiens, est-ce qu'il y a des comportements? Est-ce qu'il y a, des attitudes? Est-ce qu'il y a des projets, des choses qui peuvent justement me mettre en insécurité et comment l'insécurité s'exprime? Est-ce qu'elle s'exprime plutôt par de l'immobilisation? Donc là, ça va être le vagal dorsal, ça m'immobilise. Est-ce que ça s'exprime par de la mobilisation? Donc voilà, ça il faut que j'y aille, ou alors de l'évitement. Je vais essayer de trouver des stratégies, soit pour me raconter des histoires que, je vais me faire croire des choses, des trucs et j'avance pas, ou soit pour, bah, j'ai pas le choix, j'y vais et puis je m'agresse en quelque sorte, hein. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on le vit des milliers de fois par jour, hein. Tu vas au supermarché, tu fais la queue. Je sais pas, j'étais hier au supermarché et j'achète juste des cookies, ça passe pas, ils ont pas le prix. En plus, je suis dans un pays étranger, donc la langue, des fois, je comprends pas tout et j'attends. Pourtant, je suis pas pressé, hein, mais j'ai ressenti un moment, bon, bah, ça avance pas. Bah, calme-toi mon gars, tout va bien, il y a rien qui se passe, hein. Mais comme si l'impatience, par exemple, m'amenait à être en sécurité alors que je n'étais pas pressé. Et ça, on peut le rencontrer dans plein de situations, en voiture notamment, où eh bien, on peut rencontrer plein de situations dans lesquelles on va avoir justement cette capacité de réguler mon système nerveux pour pouvoir lui montrer que c'est rien, il se passe rien, on peut revenir au calme plutôt que soit de dépenser de l'énergie ou soit de basculer dans un état d'inhibition. Tu vois, ça me fait penser, moi, c'est à travers la méditation que je gagne du temps. En fait, Ouais, je pense que la vraie question, c'est qu'on vit dans une société où notre attention est détournée ouais. et on perd notre capacité à passer du temps, à placer notre attention. Donc moi, c'est plutôt, tu vois, cette méditation, ce concept de méditation un peu spirituel qui me permet de prendre du temps et d'observer. Toi, tu es sur un autre concept, tu le décris autrement, mais c'est la même chose. Ouais, on est sur de la pleine conscience, on pourrait appeler ça par exemple, hein, dans lequel justement on développe un peu plus de conscience par rapport à, tu parlais de l'attention dans laquelle on est toujours perturbé, de dire tiens, pendant un temps, je vais porter la conscience sur mes sensations, hein, tiens, sur ce que je suis en train de penser ou comment je juge quelqu'un dans la rue. Et tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de quoi j'ai peur finalement, hein, quelle expérience je suis en train de vivre. Et tout ça, ça permet de pouvoir justement s'arrêter régulièrement dans sa vie. Alors ça peut être dans le cadre de méditation, parce que c'est des choses que l'on partage justement, mais ça peut être aussi dans le quotidien à travers, plein de petits espaces. On monte dans sa voiture, par exemple, ne serait-ce que couper la radio, pour pouvoir justement ne pas être, pris mentalement par quelque chose qui me donne de l'information, hein. Et peut-être qu'en ce moment, j'ai une douleur quelque part, j'ai une sensation, j'ai quelque chose qui fait que, je me détourne de cette, sensation en m'occupant aussi avec l'extérieur. Il y a à la fois les 2, hein, c'est-à-dire que le monde nous offre la possibilité de, se détourner notre attention et en même temps, pour beaucoup de monde, c'est un bon moyen de détourner l'attention sur quelque chose qui peut le faire souffrir, que ce soit en termes de douleur physique, que ce soit en termes d'émotions, de choix dans la vie et qui font que bah, finalement j'ai pas le temps d'y penser, donc ça m'arrange aussi. Je me permets de rebondir justement, tu parles de douleur. Donc on a bien compris qu'il y avait un mode plutôt, sécurité, on va l'appeler comme ça, et après un mode survie. Et est-ce qu'au niveau de la santé, il y aurait peut-être, un impact justement à être trop en mode survie? Est-ce qu'il y a eu des études sur justement une sursollicitation de cette branche-là, ou il y a Ouais. pas vraiment d'études, on n'a pas de consensus par rapport à ça? Si, là, il y a beaucoup d'études. Je vous partagerai si vous voulez, même pour ceux qui nous suivent, il y a, le Polyvagal Institute et puis il y a aussi, le site de Stephen Porges dans lequel il met vraiment toutes les études qui ont été faites. Et au niveau de la santé, il y a un impact important parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais, le nerf vague notamment, on dit souvent c'est un super anti-inflammatoire dans la mesure où quand on est en état d'insécurité, eh bien, on va développer beaucoup plus d'inflammation dans le corps parce que l'énergie est monopolisée pour notre survie et non pour justement
eh bien, la régénération, notre bien-être. Et ce qui fait que, eh bien, ça nous amène, quand on reste trop longtemps dans les mécanismes de survie, justement à développer ce qu'on appelle une mauvaise flexibilité vagale. Hein, le terme qu'on utilise dans la régulation, c'est flexibilité vagale. Cette capacité de passer d'un état à un autre et d'être à l'aise justement dans le fait de passer d'un état à un autre. Parce que le but, c'est pas d'être toujours en ventral, on peut pas. Hein, ce système nerveux, de toute façon, agit en dehors de notre champ de conscience, donc c'est pas possible. Mais par contre, de pouvoir s'en rendre compte et de rebasculer dans un état de sécurité quand il n'y a aucune insécurité, c'est ce qu'on appelle voilà, cette flexibilité vagale. Et quand on a une mauvaise flexibilité vagale, les études ont montré bien sûr qu'il y avait un impact sur tout ce qui peut être AVC, obésité, bien sûr, ça a tout ce qui est cortisol, hein, développement du cortisol. Donc, ce qui fait que on va se retrouver justement avec des pathologies inflammatoires dans lesquelles la régulation du système nerveux peut avoir un impact important. Nous, on a eu des clients, alors j'en parle jamais parce que on veut pas passer non plus pour le gourou qui guérit, c'est pas notre rôle, mais des personnes qui ont travaillé justement sur leur système nerveux ont eu justement des résultats qui étaient plutôt pour moi magiques, quoi, parce que ce soit en termes de douleur chronique, fibromyalgie, eh bien ça a apporté énormément justement de sécurité dans le corps et de pouvoir permettre au corps de retrouver son pouvoir aussi de guérison. Dans ce mode survie, si j'ai bien compris, il y a donc inhibition, combat, fuite. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les 3? Comment on fait justement pour, travailler tout ça? On va peut-être rentrer petit à petit Ouais. dans les solutions, hein, pour nos auditeurs. Est-ce que je peux être les 3? Est-ce que je dois identifier quel caractère plutôt de survie j'aurai? Ouais. Comment tu fais justement pour analyser tout ça? Donc bien sûr, on a les 3, hein, puisque les 3 sont utiles et du coup, c'est le système nerveux de toute façon qui agit, comme je disais, avant notre conscience, donc il va agir. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle un réflexe vagal, c'est-à-dire, un conditionnement qui nous amène à répéter, eh bien, un état plutôt qu'un autre. Comme si notre système nerveux, finalement, se sentait plus en sécurité dans un des mécanismes de survie. On peut, par exemple, avoir des personnes qui préfèrent être seules, parce que finalement, ça leur envoie un signal qu'ils sont en sécurité. En fait, ils sont pas en sécurité, ils sont protégés. Mais ils ont, cette, sensation que, quand je suis seul chez moi, je me sens bien. En fait, c'est ça qui est important, finalement, c'est pas que je suis bien, c'est que je suis protégé. On va avoir des personnes notamment, qui vont être plutôt de nature sympathique agressif et qui eux, à chaque fois qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ressentent de l'énergie, ils se sentent bien. Donc ils vont avoir des comportements, ils vont par exemple faire, beaucoup de sport notamment pour générer de l'adrénaline, ce qui leur permet justement de, renforcer cet état de sympathique qui leur donne une illusion justement de se sentir bien. Maintenant, ils peuvent, bien sûr être à l'aise aussi dans les autres états, mais s'ils sont bloqués et que ça devient un conditionnement, eh bien ça peut justement être, un conditionnement en étant avec le sympathique agressif. Et le sympathique fuyant, je vais donner un domaine dans lequel on peut le rencontrer. On le rencontre beaucoup dans le développement personnel, dans lequel les gens vont utiliser des outils pour essayer de fuir justement leur douleur, leur souffrance, mais sans chercher à se sentir en sécurité. Donc ils vont chercher l'outil magique, ils vont chercher le truc qui fonctionne rapidement pour s'en sortir. Et puis on le rencontre aussi dans ce qu'on appelle souvent les people pleasing, c'est-à-dire les gens qui font plaisir à tout le monde, qui font passer les autres avant eux, justement pour ne pas être seuls, pour ne pas avoir la sensation de ne pas être aimé, par exemple. Et donc, ils vont basculer dans ce sympathique fuyant en évitant les conflits, par exemple, en permanence. Donc, ils vont éviter plein de choses, mais pour faire plaisir aux autres. Et à ce moment-là, ils se sentent bien. C'est-à-dire que quand les autres vont bien, je vais bien. Mais de la même façon, hein, ça ne veut pas dire que je vais bien, parce que du coup, je suis conditionné au bien-être des autres. Donc, on peut rencontrer, voilà, dans ces différents domaines des états qui sont plus conditionnés, ce qui nous amène justement à avoir un état qui est plus dominant. Mais sinon, on passe des milliers de fois par jour par tous ces états-là sans s'en rendre compte, hein, parce que ça peut se faire très rapidement. On a plein de situations, on s'en rend pas compte. Hein. Je mange du chocolat et il va y avoir une réaction de mon système nerveux pour réguler la glycémie, et ça, je m'en rends pas du tout compte. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'observer justement des choses qui se répètent et dans lesquelles justement ça peut un peu me gâcher la vie pour pouvoir utiliser la régulation de ce système nerveux pour changer mes mécanismes afin de changer justement ces comportements. Tout à l'heure, tu parlais de procrastinateur actif et passif.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu mets tout ça dans les systèmes? Ouais. Parce que c'est une Donc la fuite. procrastination, alors procrastination passive, c'est qu'on attend, donc on va utiliser l'immobilisation. Ce qui est important à retenir, c'est le vagal dorsal, lui, c'est l'immobilisation, c'est le monde de l'immobilisation. Et le sympathique, c'est le monde de la mobilisation. Donc souvent, la procrastination passive, voilà, c'est on attend que ça passe, que quelque chose change. Mais c'est pour ça qu'on passe par tous nos états chaque jour, parce que on peut pas rester figé, coincé dans un coin. Il faut bien qu'on vive. Donc, on va faire nos courses. Donc, ça va stimuler du mouvement, ça va stimuler notre système sympathique. Mais rien qu'en respirant, on stimule les deux. Donc ça, c'est important. Et en fait, la procrastination active, là, ça va être de la fuite. Hein. C'est finalement, je m'occupe. Alors, souvent, on dit c'est pour bonne conscience, hein, pour éviter de rien faire. Donc, je vais faire plein de choses. Je sais pas, dans les entrepreneurs, il y en a qui vont faire leur site internet 14 fois, ils vont faire des cartes de visite, tout ça, mais ils vont jamais voir des clients. Parce que peut-être que le rejet leur fait peur. Donc du coup, eh bien, le système nerveux, à ce moment-là, nous propose une voie qui est le sympathique fuyant, d'éviter justement toutes ces souffrances que l'on pourrait avoir en allant dans les choses qui nous font peur. Et donc, ça va être ce nerf vague qui va nous permettre de moduler ce système nerveux. C'est ça. Alors, c'est de reprendre le contrôle et de se mettre en mode sécurité. Il sert à ça, ce nerf Ouais, vague? c'est-à-dire de revenir dans un état de sécurité et de lien. Hein, les deux maîtres mots du vagal ventral, c'est lien et sécurité. Parce que quand je suis en insécurité, je suis plutôt dans la séparation. D'accord? Je me sépare des autres, je les aime pas, je les juge. Donc là, je peux être en agressivité. Je me sépare de moi aussi, notamment si je fais passer les autres avant. Et puis quand je suis en vagal dorsal, notamment, je peux être complètement déconnecté, donc je suis plus en lien en fait avec ce que je veux, avec ce que j'ai envie. Donc le vagal ventral va nous permettre justement d'être dans un état, et il envoie des informations finalement à notre corps entier que tout va bien, ça va, je vais bien, je suis en sécurité. Et donc à ce moment-là, notre but, ça va être d'entraîner justement cet état pour pouvoir développer la flexibilité vagale. Parce que ce qu'on a le plus de mal, c'est finalement à ressortir de nos mécanismes de survie pour rentrer dans un mécanisme de sécurité. Il n'y a aucune raison d'être chez soi, dans son canapé, et à ruminer ou à se dire « Ah là, j'espère que demain ça va bien se passer ». Parce que là, dans le contexte dans lequel on est, normalement, il n'y a aucun danger. Donc, c'est notamment dans ces situations-là où on perd énormément d'énergie, on se stresse pour rien, et c'est l'accumulation. Le stress, c'est pas un problème, c'est une réponse de notre organisme. Mais le problème du stress, c'est l'accumulation. Parce que, à quel moment on régule ce système nerveux, ou ce système nerveux a la possibilité de se réguler pour revenir dans un espace de calme et dans lequel on va avoir beaucoup plus de lucidité. C'est le seul état, par exemple le vagal ventral, où on peut vivre l'amour, la compassion, la joie, et c'est le seul état où on peut voir la détresse chez les autres. C'est le seul état où on va demander de l'aide. C'est le seul état aussi où, grâce à notre sympathique associé, on va avoir du courage, hein, parce que je suis en lien avec moi. C'est pas kamikaze, c'est allez, j'ose faire des choses. Donc c'est un état où finalement on peut vivre la peur sans s'empêcher de passer à l'action. Hein, ce que je vous dis, c'est pas forcément le monde des bisounours. Mais par contre, ça nous permet de se sentir suffisamment en sécurité pour faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir justement utiliser ensuite notre sympathique pour mobiliser de l'énergie ou notre dorsale pour aussi se calmer et de revenir au repos et au calme. Donc notre santé, c'est, la capacité de passer d'un mode à l'autre et comment on fait pour enrichir cette, flexibilité, vagale? On va venir s'entraîner à passer du temps en ventral, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser différents outils qui nous permettent justement de stimuler à la fois physiologiquement ce vagal ventral, hein, ce nerf vague, pour pouvoir justement l'entraîner. Donc c'est comme un muscle, on va dire, dans lequel on va y passer plus de temps pour pouvoir avoir la capacité à y revenir quand on en a besoin. C'est pour ça que quand on parle de régulation du système nerveux, finalement, nous, on propose des exercices dans lesquels notre système nerveux va apprendre à se réguler. C'est une forme de maturité, moi j'appelle ça, du système nerveux, c'est-à-dire qu'il va plus répondre à nos expériences du passé, notamment quand on était enfant, mais il va réapprendre à répondre aux expériences que l'on a maintenant en tant qu'adulte. Et pour ça, on a besoin justement de lui réapprendre ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Et pour pouvoir lui réapprendre, il faut qu'on aille dans cet état de vagal ventral afin de pouvoir raconter une autre histoire
que celle qu'on aurait pu avoir auparavant. Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais parler sur scène n'a jamais tué personne. Donc, normalement, on n'aurait aucun problème de parler sur scène. Mis à part peut-être les 5 premières minutes, parce qu'il a besoin de s'adapter, de savoir s'il est dans un environnement sécure ou pas. Mais par la suite, on ne devrait avoir aucun problème. Maintenant, comme il est coincé dans un état d'insécurité, à se demander est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je vais être jugé, est-ce que ceci, cela, je ne peux pas revenir dans un état de sécurité où finalement, je vais voir les choses autrement. La seule façon dont on le fait assez naturellement, c'est quand on relativise, vous savez, 5 ans après, qu'on dit finalement, ou alors quand on s'attendait à quelque chose de pire, puis on se dit finalement ça s'est bien passé. C'est les seuls moments finalement où on peut revenir avec une vision différente de l'expérience que l'on a vécue. Mais ça, on peut le faire dans notre quotidien en entraînant ce nerf vague pour avoir la capacité de passer dans un état de sécurité qui nous permet d'avoir une meilleure lucidité en tant qu'adulte de l'expérience qu'on est en train de faire. Parce que moi, je suis intervenu sur plein de gens, et notamment en entreprise, on a l'impression que c'est la cour de récréation, quoi. Parce que les gens, finalement, c'est souvent un truc que je dis, c'est ils ont des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants, alors qu'il faudrait qu'on ait des peurs d'enfants avec des réactions d'adultes. C'est ok, on peut pas se séparer de notre passé. Par contre, on peut avoir des réactions d'adultes maintenant. Ouais. Excuse-moi, juste une dernière question avant de passer vraiment sur la partie pratique et que tu nous expliques comment moduler tout ça. Déjà, je me permets d'interrompre le podcast juste pour les gens. Si vous êtes encore là, laissez-nous un petit like. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, ça aide beaucoup la visibilité du podcast. Il y a tous les liens de Ludovic qui seront en description. N'hésitez pas à vous abonner, donner 5 étoiles et même poser vos questions en commentaire. On prend toujours le temps de répondre à tous les commentaires, à part quand on en a 400 ou 500 sous une vidéo, mais on essaye de faire le maximum. Bref, avant donc qu'on reparte sur les exercices, je me permets juste de revenir sur une phrase que tu nous as dit. Tu as dit que 80% partaient du corps vers le cerveau et 20% du cerveau vers le nerf vague. Ça veut dire qu'il y a quand même une importance d'avoir un corps en bonne santé pour réguler son système nerveux ou pas spécialement? Où tu mets la santé de façon plus globale dans cette modulation du système nerveux? Plus on va avoir, on va dire, un organisme qui est sain, et moins ça va prendre de l'énergie. Donc obligatoirement, mieux on est en santé, et moins ça va indiquer justement des informations d'insécurité dans le corps. Vous imaginez en fait une jauge d'énergie à 100%, dont peut-être, je vais dire des chiffres au hasard, mais on imagine 40% de l'énergie, c'est notre énergie vitale. Donc ça, on ne doit pas y toucher. C'est l'énergie minimum dont on a besoin pour réguler l'organisme. Quand on est en insécurité, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, par exemple, on ne fait pas de sport, on mange pas bien, obligatoirement, ça va générer dans notre corps des problèmes de santé qui vont être de l'insécurité pour notre système nerveux. Donc lui, il va mobiliser de l'énergie pour pouvoir y répondre, ce qui fait que notre jauge d'énergie diminue, ce qui fait qu'à un moment donné, à force d'utiliser notre énergie pour nous protéger, on n'a plus d'énergie pour créer. Et souvent, je dis, voilà, on ne peut pas créer et se protéger en même temps. D'où l'importance de pouvoir aussi s'occuper de sa santé et des fois des douleurs qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'exercice qui nous permet de mieux tourner la tête. Rien que ça apporte une petite dépense d'énergie en moins, parce que si on est coincé, ça envoie une information que attention, tu n'es pas capable de voir le danger, donc il faut augmenter la vigilance. Donc tout ça, ça génère beaucoup d'énergie, de l'énergie qu'on n'en a pas pour notre santé, pour notre corps. Et donc finalement, c'est un cercle vicieux qui fait que plus je suis en insécurité, plus ça génère du cortisol, ça génère plein de choses qui vont jouer sur ma santé. Et moins je suis en santé, plus il y a de l'insécurité. Et donc je tourne en boucle dans ce cercle vicieux-là. C'est pour ça qu'à partir du moment où on va se dire, OK, par quoi je peux commencer? On va le voir notamment avec les exercices. Eh bien, on a plein de façons de le faire. Peut-être que les gens le font déjà, et tant mieux, ça leur permet de le faire plus en conscience. Mais il y a plein d'outils, que ce soit à travers le corps, à travers notre physiologie, notre mental, de pouvoir justement avoir un impact sur notre système nerveux et notamment sur notre santé pour pouvoir mieux le réguler. Je prends juste un exemple, par exemple, c'est un truc que je partage souvent à mes clients, c'est la faim et la satiété. Rien que ces sensations, qui sont plutôt naturelles, eh bien, on est complètement déconnecté de la faim et de la satiété. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quand on a faim, sauf quand c'est l'heure. La plupart du temps, c'est ça, c'est parce que c'est l'heure. Et la satiété, on ne sait pas si on a mangé assez. Si bien que, finalement, on offre à notre corps une quantité d'aliments où on ne sait pas véritablement si ça correspond à ce dont on a besoin. Eh bien, souvent on parle de manger en conscience, plus on se prépare justement à être dans un état de vagal ventral,
plus déjà on va peut-être choisir des aliments différents, hein, plutôt que le truc rapide qui me permet de gagner du temps. Je vais peut-être me dire, tiens, non, je vais peut-être prendre une salade qui va me permettre d'être en meilleure santé. Et puis, à un moment donné, en mangeant plus lentement, ça me permet, au bout de 20 minutes, déjà d'avoir la sensation de satiété qui arrive, afin de pouvoir choisir est-ce que je continue ou pas. Mais comme on est dans aussi des règles sociales parfois qui font qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix quand on est chez la belle-maman et qu'elle nous dit ah bah reprends-en tout ça, bah non, j'ai le droit de dire non aussi, de dire bah non c'était très bon, merci beaucoup, mais je vais pas en reprendre. Et parfois parce que on a l'impression qu'il faut être poli, on en reprend et donc on va contre finalement les informations que nous donne notre corps. Et quand on est en sécurité, c'est une petite technique s'il y en a qui se retrouvent dans ces situations. Souvent, moi, petite technique que je donne, c'est en sécurité, on va avoir une perception différente. Et à la belle maman, on va peut-être pouvoir lui dire, écoutez, belle maman, c'est super bon d'ailleurs, je vais en reprendre, mais à emporter pour ce soir. Ce qui me permet, voilà, de Fatal. satisfaire ma belle-mère sans avoir moi à manger des choses que j'ai pas envie ou j'ai pas faim. Et en Faut plus, la le préserver, tube, faut la le préserver, tube, la belle-mère, on le sait. le Ouais, tube du ouais, ouais. lendemain et tout, en plus, pas les courses à faire en rentrant à la maison, c'est C'est tout ça, bénef. voilà, en plus, voilà, plein d'avantages. Ben, nickel, je pense. Vas-y, Vincent. Non, mais en fait, il y a plein de choses qui me viennent quand tu parles et je vous le partage, mais moi, je pense au lion, en fait. Parce que le lion, il peut être détendu avec ses lionnes, il est en ventral, il est tranquille. Ouais, D'un coup, il y a le braconnier, il est en mode fuite ou il voit une gazelle, il va aller la croquer. Et en ouais. fait, ce lion, c'est le sage qui arrive à interpréter ses sensations, son environnement et de jouer d'un mode à l'autre. Voilà, Ouais, c'est une petite je prends souvent des exemples d'animaux justement parce que bah, ils ont ce système nerveux. La différence, c'est que ils sont plus intelligents, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent moins, ils se racontent moins d'histoires, hein, ce qui fait que les animaux sauvages, il n'y a pas de psy pour les animaux sauvages puisqu'ils sont capables de se réguler par eux-mêmes. Donc même une gazelle qui se fait attaquer et qui est limite en train de se faire croquer, elle a la capacité justement de réguler ce système nerveux et de fuir au moment où c'est la possibilité de le faire. Mais en même temps de passer en dorsale et de faire la mort, hein, parce que dans le règne animal, les prédateurs ne mangent pas d'animaux morts. Donc si le prédateur a l'impression que l'animal est mort, va le délaisser, et ça sera l'occasion pour la gazelle de pouvoir, notamment avec, peut-être vous avez déjà vu des vidéos, mais hein, à travers des tremblements, hein, de pouvoir restimuler son système nerveux et hop, de pouvoir fuir. Donc les animaux, on a des animaux qui ont des tendances, hein, comme je parlais tout à l'heure du crocodile, tous les animaux à sang froid, qui ont tendance à être immobiles, à préserver l'énergie, mais aussi, on a aussi voilà, des prédateurs hein, qui vont plutôt être dans le mode sympathique, mais en même temps, peut-être dans le calme et le repos au moment où ils ont assouvi leurs besoins. Hein, et eux, c'est simple en fait, ils vont assouvir leurs besoins et à ce moment-là, ils retournent au calme. Alors que nous, c'est plus compliqué dans le monde dans lequel on vit, alors qu'on a la capacité de le faire. Alors notre problème, c'est pas le système nerveux autonome ou le nerf vagal, en fait, c'est notre cerveau. Bah, c'est-à-dire que notre cerveau va raconter une histoire et notre système nerveux va réagir à cette histoire. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, comme je parlais tout à l'heure de l'enfant qui a tendance à se faire rejeter par ses parents parce qu'ils sont trop occupés, il va se raconter l'histoire que peut-être qu'il ne mérite pas d'être aimé ou il n'est pas important. Et ensuite, eh bien, notre système nerveux va devoir répondre à cette histoire. Hein, c'est une boucle hein, dans laquelle, eh bien, moi, par exemple, en étant très timide, je me suis rendu compte que j'avais peur de ne pas être important ou de ne pas être intéressant. Si bien qu'il y a plusieurs années, j'ai écrit un livre quand j'étais préparateur mental pour des sportifs de haut niveau dans le golf. Eh bien, j'ai mis des plombes à écrire ce livre. Au début, je croyais que c'était parce que j'avais peur qu'il y ait très peu d'exemplaires vendus. En fait, non, j'avais peur d'être ignoré et du coup de pas du tout être important, de pas être intéressant. Mais à quel moment dans mon histoire j'ai pu apprendre ça et que mon système nerveux répond à ça. Donc oui, les deux fonctionnent ensemble. Et la première expérience, on va la vivre dans le corps, on va ensuite en faire une histoire, mais ensuite, eh bien, on va réagir aussi à l'histoire qu'on en a fait. Et c'est là où ça devient ce cercle vicieux parce que bah, l'histoire devient même notre identité à un moment donné.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast que nous avons finalement coupé en deux car l'épisode a été beaucoup trop long. Donc la seconde partie sur les conseils pratiques va arriver très très vite sur 1000%. Restez attentifs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous nous écoutez sur Spotify, mettez 5 étoiles s'il vous plaît. C'est gratuit, ça nous aide énormément en termes de visibilité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et mettre un petit like. Et à très vite pour un nouvel épisode de 1000%.